Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Alors, la ministre Geneviève Guilbeault a fait parler d'elle toute la journée avec ses propos qui ont été prononcés hier en commission parlementaire sur l'étude des crédits de son ministère, du ministère des Transports, alors qu'elle a dit que c'est pas des drôles de mots qu'elle a employés. C'est pas le rôle de l'État de s'occuper du transport en commun. Bon, on comprend, puis François Legault a été obligé de l'expliquer toute la journée qu'elle voulait dire c'est pas le rôle du gouvernement du Québec de financer les opérations des transports en commun, qui sont la responsabilité des sociétés de transport et des municipalités. Mais c'est pas ça qu'elle a dit. Elle a dit c'est pas le rôle de l'État. Après ça, elle a expliqué, là, chacun s'occupe de ses affaires. Tout ça avec un ton un peu désinvolte, désintéressé d'être là. Donc aujourd'hui, tout le monde y est tombé dessus. Là. Vraiment, tous les partis politiques à l'Assemblée nationale, surtout le PQ, Québec solidaire, les maires, les maires, ils veulent de l'argent. Ils veulent qu'elle paye leur déficit. C'est certain qu'ils lui sont tombés dessus. Surtout le maire de Québec, qui a été très dur. Elle n'a aucune vision du transport en commun. Sarah Védoyon, directrice générale de Trajectoire Québec, un organisme qui agit dans le domaine du transport collectif, est avec nous. Madame Doyon, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, des propos de la ministre Guilbeault? Ben, c'est sûr que j'ai été surprise. Moi, j'écoutais l'étude des crédits en direct et j'avoue que j'ai été surprise, surtout venant d'une femme qui a demandé elle-même qu'on ajoute mobilité durable à son titre. Donc, c'est un peu étonnant, ses propos hier. Mm-hmm. Quand elle dit ce n'est pas le rôle de l'État de s'occuper du transport en commun, qu'est-ce que vous comprenez de ça, vous? Ben, en fait, c'est le rôle de l'État de s'occuper des services publics. Le transport collectif en fait partie. Donc, de s'en laver les mains comme ça, c'est vraiment étonnant. Ils ont nuancé après, là, c'est exactement ça qu'elle voulait dire, mais quand même, c'est le rôle du gouvernement du Québec d'exercer un leadership pour s'assurer d'offrir de la mobilité durable à l'ensemble des Québécois, des Québécoises. D'ailleurs, le gouvernement s'est doté d'une politique de mobilité durable qui a des objectifs ambitieux en développement de transport collectif. Donc, de l'entendre dire que c'est pas de sa responsabilité, c'était particulièrement étonnant et on aurait espéré qu'elle se rattrape un peu plus aujourd'hui. Sur le fond du dossier, est-ce qu'elle devrait financer davantage ou absorber davantage ces déficits des sociétés de transport? Parce qu'à la base, les questions portaient là-dessus. Les villes ont des sociétés de transport. Il y a un peu moins de monde qui prennent le transport collectif ces dernières années, en tout cas depuis la pandémie. Dans des sociétés de transport quand même qui ont des gros volumes de dépenses. Et là, ils font déficit par-dessus déficit et à chaque fois, ils arrivent à la ministre des Transports après l'année puis il faudrait que tu nous éponges ça. Comment elle devrait agir face à ça? D'abord, on devrait instaurer un dialogue constructif, effectivement, entre la ministre des Transports et de la Mobilité durable et l'ensemble des maires pour trouver des solutions à long terme. Depuis 2022, on nous parle d'avoir un cadre financier suffisant, pérenne sur 5 ans. On n'a toujours rien. On est presque à la moitié de 2024. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment, effectivement, que tout le monde s'assoie et trouve des solutions. Effectivement, le gouvernement du Québec doit en faire plus parce qu'il y a un manque à gagner structurel. Donc, on doit aussi évaluer toutes les façons de financer le transport collectif. Puis le gouvernement du Québec mais là, peut jouer un rôle là-dedans. si on coupait les salaires de 25 % des sociétés de transport où tout le monde gagne plus qu'au gouvernement du Québec, peut-être qu'on viendrait de trouver l'argent. C'est parce que c'est ça aussi, là, on part de ce qui existe, puis on dit qu'il faudrait que quelqu'un sorte plus d'argent de ses poches, mais peut-être que les sociétés de transport, à une époque, étaient gros durs, puis se sont habitués à des rythmes de dépenses, des garages, des employés, des nombres d'employés, des salaires, tout ça, qui sont juste pas réalistes, là aussi. C'est peut-être ça qui nuit au développement du transport en commun? Ben, personne n'est contre les optimisations. Il va y avoir des audits de performance. Puis je pense qu'effectivement, on pourra trouver quelques coupures de dépenses à faire, mais c'est incomparable avec l'ampleur du déficit, l'ampleur du manque à gagner. C'est pas compliqué. On n'a pas ajusté à l'inflation nos sources de revenus, mais les dépenses, elles, augmentent. Donc, nécessairement, il y a un manque à gagner, puis il va falloir trouver des solutions. D'ailleurs, en 2019, le gouvernement du Québec a lancé un chantier sur le financement de la mobilité, pas juste le transport collectif, mais ça en fait partie. Puis on n'a toujours rien mis sur la table comme nouvelle solution. Donc, c'est évident qu'aujourd'hui, on frappe un mur. Ouais.
En même temps, le problème, il est assez simple. Personne ne veut payer. Les villes disent, nous, on n'a pas d'argent, on ne veut pas payer. Le gouvernement du Québec dit, moi, j'ai 11 milliards de déficit, vous ne trouvez pas que c'est assez? Voulez-vous que je monte à 13? Les contribuables disent, regardez, avec l'inflation, nous autres, on n'a plus d'argent dans nos poches. Les automobilistes, quand on parle de quadrupler leur immatriculation, on paie déjà la taxe sur l'essence, on paye ci, on paye ça. Là, on paye l'immatriculation, il faudrait la quadrupler. Donc, je veux dire, il n'y a personne qui se lève la main pour dire, ah ben moi, je pourrais être intéressé à verser plus, là. Non, je comprends tout à fait. Comme usager, nous, on voit nos titres de transport augmenter année après année, puis on paye, puis ça ne fait pas plaisir de voir nos tarifs augmenter, mais il faut quand même se rappeler que même si je prends pas de voiture, si je me déplace en transport collectif, je vais payer 2,7 milliards, moi aussi, pour le pont de l'île d'Orléans, par exemple. Donc, tout le monde contribue, ça fait partie des services publics. Si tout le monde paye pour les routes, tout le monde devrait aussi contribuer à financer le transport collectif. Ce qui est le cas. Ben, à différentes hauteurs. Comme usager, moi, je paye ma passe de transport collectif 100 pièces par mois. Quand je prends l'autoroute, ça me coûte rien de rouler dessus, là. Donc, il y a quand même une différence dans le traitement qu'on réserve aux usagers. Non, parce on a choisi de pas mettre de péage sur toutes les autoroutes. On a choisi de mettre le péage sur chaque litre d'essence acheté, là. Il est pas mal gros quand même. C'est un choix qu'on a fait. Ça a été indexé depuis 2012, donc ça fait quand même 12 ans d'inflation qu'on s'est privé finalement pour financer autant l'entretien de notre réseau routier que le transport collectif. Donc c'est une des places où on pourrait aller chercher de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait avec le développement du réseau, là, des services de transport collectif? Parce que bon, il y a deux écoles. Je devine que vous êtes de l'école. Vous allez me dire, ben nous, on en veut du transport collectif. Si l'offre est pas bonne, les gens vont continuer à prendre leur auto, puis ça s'en prend partout. Il faut que tout soit mieux desservi. Et de l'autre côté, promener des autobus à moitié vides, promener des trains aux trois quarts vides, c'est toute une décision à prendre pour des gouvernements. Il semble que l'intérêt... Le télétravail a enlevé des gens. Ils l'utilisent plus parce qu'ils vont plus travailler. Puis, je veux dire, avec la pandémie, on sent quand même que le collectif, l'idée de s'embarquer les uns sur les autres dans des transports en commun, c'est pas revenu à 100%. Là. Il y a des gens qui, je sais qu'on les méprise, là, mais il y a des gens qui disent, ben moi, dans mon auto, avec la radio, puis tout seul, puis pas les odeurs des autres, sais-tu quoi, j'haïs pas ça. Est-ce qu'on développe massivement ou est-ce qu'on développe en prenant le risque qu'il n'y ait pas autant de monde là, dans les transports en commun que ce qu'on espère? Ben, vous avez bien raison. C'est sûr que moi, je vais dire qu'il faut développer massivement le transport collectif. C'est ça mon rôle comme défenseur des usagers, des usagères. Mais c'est aussi ce qui est le plus efficace pour convaincre les gens d'utiliser le transport collectif. Donc, si on veut atteindre nos cibles de réduction d'émissions de GES, par exemple, ben, on sait qu'il faut que les gens sortent de leur voiture, utilisent le transport collectif. C'est une des façons de réduire nos émissions. Et on sait aussi que si on développe le transport collectif, on a une hausse de l'achalandage. Dans les années, là, entre 2006 et 2013, à peu près, on a développé de 28% l'offre de service à Montréal, puis on a eu un gain d'achalandage de 14%. Donc, il y a vraiment un lien là, de cause à effet qui est direct. Donc, si on veut développer, si on veut encourager les gens, il faut développer nécessairement. Sinon, ben, si les services se détériorent, nécessairement, tous ceux qui ont les moyens d'avoir une voiture vont se tourner vers la voiture, puis la congestion va être épouvantable. C'est déjà assez intense à Montréal et dans d'autres grandes villes au Québec. Donc, si les automobilistes veulent des routes moins congestionnées, ils doivent accepter que plusieurs d'entre nous ont envie de prendre le transport collectif. Ouais. Ben, on va suivre tout ça, mais disons que ça a été une journée animée là, du point de vue du débat sur les transports en commun et les développements. Dernière question, êtes-vous quand même, parce que moi je l'observe, je veux dire, je commande ça tous les jours, je me souviens, mettons, il y a 4-5 ans, d'avoir... Quand je chronique là, à TVA, LCN ou ici, d'avoir commenté en faisant la nomenclature des projets. On avait le REM qui était en construction, on avait le REM de l'Est, on avait un tramway sur la Rive-Sud, on avait un tramway à Québec. Là, j'en oublie, à Laval. Des projets, il y en avait à Gatineau, des projets, il y en avait. Et là, je veux dire, 5 ans plus tard, ces projets-là sont soit abandonnés ou plus, mettons, disons, remis à la table à dessin, reporté à la table à dessin, remis à l'étude, le REM de l'Est, le tramway à Québec, les gens en voulaient pas, le renvoyer à la caisse de dépôt, mais il y a une impression qu'on n'avance pas beaucoup quand même. Puis non seulement on n'avance pas vite, mais que souvent on retourne à la caisse. Si on était aux échelles et aux serpents, on a l'impression qu'on pogne bien des serpents, on redescend plus bas, là. Effectivement, disons qu'on est en manque de bonnes nouvelles en transport collectif depuis quelques années, puis il faut s'attaquer à ça. Je pense que l'agence que Mme Guilbeault propose peut amener des solutions, mais il va falloir vraiment se mettre en mode développement dans les prochaines années si on veut réussir à atteindre nos objectifs.
Sarah Védoyon, merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Bonne journée.